Les États-Unis sont-ils en train de négocier en secret avec la Russie un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine depuis quelques semaines déjà? Le média américain NBC a signalé l'existence en tout cas de discussions en coulisses avec le Kremlin. Une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a même été évoquée. Information d'ailleurs qui vient d'être confirmée il y a quelques heures seulement par The Moscow Times, journal publié en anglais à Moscou. Mon invité, Mériadec Raffray, directeur du service international à Valeurs Actuelles, spécialiste des questions de défense et des questions internationales. Bonjour Mériadec Raffray, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphanie Meru. Alors, quel crédit tout d'abord apporter à cette information? Écoutez, comme d'habitude, il faut toujours prendre avec des pincettes ce type d'informations qui arrivent sur la scène publique de manière évidemment téléguidée. Vous imaginez bien que ça sort pas de nulle part, ça sort à un moment, c'est sorti à un moment crucial, on était à la veille du fameux sommet de Vilnius, le rendez-vous annuel des membres de l'OTAN, rendez-vous auquel Zelensky et ses partenaires les plus proches, ses alliés les plus fidèles, souhaitaient bien obtenir un appui politique très important de l'OTAN qu'il n'a pas eu, c'est-à-dire un vrai calendrier, un calendrier concret pour adhérer à l'OTAN. Il ne l'a pas eu, et ces informations sont sorties dans ce cadre. Ce que disent ces informations, qu'il faut évidemment remettre dans leur contexte, c'est que les négociations, comment dirais-je, les États-Unis et la Russie, qui sont en fait les vrais partenaires, les vrais maîtres du jeu de ce qui se passe en Ukraine, se parlent. Ça, en soi, c'est pas un scoop. Non, on rappelle toujours. Dans chaque conflit, il y a des négociations en coulisses. Et surtout, Stéphanie, tous les experts des questions nucléaires savent que les grandes puissances nucléaires, en particulier la Russie et les États-Unis, se sont toujours parlé, y compris au moment de la guerre froide, par espions interposés, par émissaires interposés. Là, quand même, ce qui est nouveau, c'est que ces informations sont précises. Elles évoquent même la venue à New York au mois d'avril, si ma mémoire est exacte, du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en personne, dans cette réunion dans laquelle dans laquelle étaient des émissaires, enfin d'anciens hauts fonctionnaires de l'administration américaine sur les questions de sécurité, qui évidemment n'ont pas pris sur eux seuls de faire venir ces gens-là. Donc on voit bien que les discussions existent et qu'elles sont de plus en plus, je dirais, sérieuses. Le fait qu'elle fuite dans la presse, est-ce que ça a une incidence? Parce qu'on imagine il y a quand même d'autres partenaires dans l'affaire. Alors pourquoi elle fuite, à mon avis? Pourquoi elle fuite, à mon avis, c'est justement pour envoyer le message suivant: les États-Unis ne veulent pas officiellement escalader le conflit en Ukraine. Et le débat porté avant Vilnius sur l'Ukraine et les alliés européens de l'Ukraine, qui sont relativement, même assez agressifs, évidemment les Européens de l'Est, les Polonais, les Baltes, mais également un nouveau venu dans ce camp des agressifs, si l'on peut dire, c'est la France d'Emmanuel Macron. La France d'Emmanuel Macron a changé de pied sur cette affaire de l'OTAN ces dernières semaines, en évoquant l'ensemble, de manière publique, en évoquant l'ensemble des options pour permettre de donner une garantie de sécurité à l'Ukraine, allant jusqu'à évoquer l'ensemble, c'est-à-dire éventuellement même une adhésion à l'OTAN. Ce qui était la ligne rouge évidemment de la Russie bien avant le conflit. Voilà, et ce qui était de facto impossible. Donc on voit bien qu'une ligne de partage s'est constituée à cette occasion-là, et les Américains ont choisi leur camp. Ce sont les Américains qui décident, on le voit bien. Et ils ont dit pas d'escalade officielle pour l'instant, c'est ça qui est important de dire, en Ukraine. Il y a deux options possibles aux États-Unis. Il y a un débat aux États-Unis du côté, dans le camp républicain. Une partie des républicains est contre l'intervention en Ukraine. C'est une partie qui est pour l'instant minoritaire, mais qui monte en puissance dans la perspective du démarrage de la campagne électorale qui va démarrer là. Les débats vont démarrer fin août. Trump a fait le fanfaron comme d'habitude en disant que si c'était lui qui était au pouvoir, il réglerait en une journée ce problème, ce qui évidemment est un peu caricatural. Mais il y a un débat qui monte. C'est un débat qui existe également chez les démocrates, qui sont pour le coup beaucoup plus agressifs vis-à-vis de l'Ukraine. Il semble que Biden veuille se ménager un fer dans chaque feu. C'est-à-dire la capacité de dire aux électeurs: voyez, on va calmer l'Ukraine d'ici la fin de la campagne. S'il est réélu, on verra ce qui se passe. Et s'il n'est pas réélu et qu'il est en difficulté sur cette question-là vis-à-vis des électeurs américains, il pourra dire: voyez, moi aussi, je suis le tenant de la paix. Mériadec Raffray, c'est quand même un camouflet pour l'Europe.
Effectivement, Macron essaye de montrer ses muscles. Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. À la table des négociations secrètes. La vraie, je crois que la vraie nouveauté, c'est l'écart croissant de la stratégie américaine affichée et de la stratégie d'une partie de l'Europe qui semble aller toute seule vers une hypothèse d'escalade du conflit. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des capitales européennes qui continuent à marteler qu'il faut davantage donner d'armes à Zelensky, qu'il faut évidemment aller au-delà de ça pour lui donner des garanties de sécurité. Et vous avez aujourd'hui un Emmanuel Macron qui dit publiquement ce qu'il ne disait pas il y a quelques mois, il dit publiquement que la Russie subit un échec stratégique, ce qui est factuellement très discutable. Et en tout cas, il faudrait vraiment nuancer, car sur le terrain, en tout cas militairement, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Et jusqu'à présent, la contre-offensive annoncée avec tambours et trompettes de l'Ukraine ne remplit pas ses objectifs. C'est le moins qu'on puisse dire. De part et d'autre, en tout cas, il y a un blocage, d'où ces négociations secrètes. On ne peut plus avancer. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Russes... On parle dans la presse de ces fameuses mines aux frontières qui empêchent les deux camps d'avancer. Mais enfin, j'imagine qu'il n'y a pas que ça sur le terrain. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Russes sont à nouveau dans une position favorable. Ils sont aujourd'hui dans la position du défenseur. Pendant des mois, les Russes, en fait, ont construit ce qu'ils savent faire de mieux depuis très longtemps, c'est-à-dire des lignes de défense qu'ils ont installées, notamment avec leurs atouts favoris de l'artillerie et aussi de la guerre électronique. Et tous les experts sérieux et objectifs sont d'accord pour dire aujourd'hui que les Ukrainiens, jusqu'à présent, puisque là, ces derniers jours, on parle d'un regain d'offensive ukrainienne, donc disons jusqu'à ces derniers jours, les Ukrainiens se sont cassés les dents sur ces lignes de défense. Leurs pertes matérielles et humaines sont considérables, et beaucoup d'observateurs, de gens qui les côtoient au quotidien, se demandent s'ils sont capables de tenir dans la durée à ce rythme, d'une part, et d'autre part, ces mêmes observateurs notent que les Russes, qui avaient, une pratique chaotique de la guerre, ont beaucoup amélioré leur science de la guerre, et aujourd'hui font preuve d'une certaine innovation. Certains même disent qu'ils utilisent l'artillerie de manière même plus efficace que celle qu'on pourrait le faire aujourd'hui dans le camp occidental. C'est pour dire que les choses sont aujourd'hui gelées, plutôt en faveur des Russes. Restons prudents, mais il est clair, contrairement à ce que disent, moi en tout cas je pense que contrairement à ce que disent un certain nombre d'experts occidentaux de parti pris, je pense que le temps joue plus que jamais pour Moscou. Il se murmure même que si les États-Unis veulent négocier, la Russie pour l'instant ne souhaite pas négocier. Alors c'est une posture qui peut évidemment évoluer rapidement. On verra ce qui se passera à la fin de l'été. Méfiant sur les coups de bluff évidemment des côtés. Que peut-on attendre de ces négociations? On rappelle que le président ukrainien avait posé ses conditions pour un éventuel retour à la table des négociations, la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine avec donc la Crimée, le respect de la Charte des Nations Unies, l'indemnisation de tous les dommages causés par la guerre, la punition de chaque criminel. Vous pensez que les États-Unis vont défendre ces arguments, ces conditions? Est-ce que ça paraît encore réaliste aujourd'hui? Non, c'est évidemment pas réaliste. Moi, je soutiens depuis longtemps, depuis le début de ce conflit, que Zelensky ne pourra jamais remettre la main sur l'Ukraine. On voit aujourd'hui que l'Ukraine est instrumentalisée par les armes à longue portée que l'Occident a donné à Zelensky. Zelensky tape sur la Crimée, mais je pense que l'Ukraine est définitivement hors de portée de la Crimée, et que les conditions d'un cessez-le-feu et d'une paix négociée vont se négocier entre les États-Unis et l'Ukraine. Et Zelensky aujourd'hui est plutôt dans la posture de celui qui commence à énerver ses principaux soutiens historiques, à savoir Londres et Washington. Donc je pense que Zelensky aujourd'hui n'est... Parce qu'il demande trop, notamment... Vous savez ce qu'a dit Ben Wallace, le ministre britannique des Affaires de la Défense à Vilnius? Il lui a dit il ne faut pas nous prendre pour Amazon. Sous-entendu, vous en demandez toujours plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Occidentaux ont donné énormément d'argent et de matériel à l'Ukraine. On parle de 115 milliards de dollars délivrés en une année 2022 de la part des États-Unis. On parle de 14 milliards d'euros de la part de l'Union européenne. Alors évidemment, il y a un taux de perte considérable, puisqu'on sait qu'une partie de cet argent part dans la corruption, etc. Mais oui, enfin on sait, mais il faut quand même
Ouais, ça peut être un petit peu rageant pour notamment les Européens d'entendre ça. On peut, effectivement, on parle d'un tiers de déperdition, vous voyez, donc c'est important. Donc l'effort occidental est considérable, mais malgré tout, Zelensky est aujourd'hui, et ses troupes sont dans une position compliquée sur le plan opérationnel. Zelensky n'est pas, à mon avis, aujourd'hui en mesure de dicter ses conditions. Maintenant, le piège s'est aussi refermé pour les Occidentaux qui ont soutenu contre vents et marées Zelensky. Ils ne peuvent pas, eux non plus, perdre la face. Les Européens, en tout cas, semble-t-il. Les Américains sont, vous savez, beaucoup plus cyniques dans ces affaires-là. Merci Mériadec Raffray. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. On vous garde, puisqu'il y a plusieurs titres d'actualité internationale aujourd'hui. Dans quelques instants, on va évoquer évidemment ce coup d'État au Niger. Qu'est-ce qui se joue en ce moment au Sahel ? On va voir tout ça tout de suite avec vous.